Bonjour, c'est Oriana Lazrak-Classe, le rayon de soleil de l'athlétisme français, et bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Oriana Lazrak-Classe, spécialiste de l'heptathlon, 12e des mondiaux de Budapest cet été. Si vous avez suivi Oriana lors de ces mondiaux, vous le savez. Oriana aime son sport et sa joie de vivre est communicative. C'était donc une évidence pour moi de l'inviter à participer au podcast. Avant de lancer l'épisode, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai plein d'athlètes formidables à vous faire découvrir et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes. Allez, place à ma conversation avec Oriana. Bonne écoute. Salut Oriana, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Tu m'as dit que t'écoutais le podcast. Déjà, merci beaucoup. Oui, il est super intéressant. Est-ce que tu as des épisodes préférés ou des épisodes qui t'ont marqué ? Pas vraiment, mais j'adore écouter les histoires de chacun et comme chacun voit l'athlétisme et sa pratique, donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir justement avoir un support comme ça pour pouvoir pas vraiment interagir, mais écouter les histoires des athlètes qui font la même chose que moi. En tout cas, bienvenue. Il y a quelque temps, j'ai demandé aux auditeurs s'ils avaient des athlètes qui voulaient que j'invite et je peux dire que ton nom a été cité plusieurs fois. Donc je sais que je vais faire des heureux avec l'épisode d'aujourd'hui. Rassure-toi, je vais pas te poser la question que tu détestes qu'on te pose. Yes. Je vais pas te demander quelle est ton épreuve préférée dans l'heptathlon. C'est bien. Au moins une qui a retenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je dois pas poser pour éviter de faire une gaffe ? Non, ça ira. Après, tout va bien. Ok. Est-ce qu'avant de parler d'athlète, tu peux nous parler de ton enfance avant l'athlète ? Est-ce que tu as des souvenirs déjà ? Pas vraiment, parce que moi j'ai commencé l'athlé à 5 ans du coup, enfin entre 5 et 6 ans, donc on est déjà toute petite et moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de avant, mais je sais que pour moi découvrir l'athlétisme, parce que du coup je l'ai découvert à la télé, ça a été une vraie révélation et je me souviens très bien de ce moment-là, donc on peut dire que mon enfance a commencé à ce moment-là, c'est drôle. J'ai pas beaucoup de souvenirs avant. C'est marrant, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau maintenant qui ont commencé ou qui ont eu envie de commencer après avoir vu à la télé. Donc en fonction des générations, c'est pas la même compétition qui les a marqués. Toi, c'était les Jeux d'Athènes, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 2004. Et tu te souviens de précisément ce qui t'a marqué ? Non, c'était une ambiance générale. Je pense que c'est la piste. Moi, je me souviens vraiment de voir la piste d'athlée, le stadium en fait. Et c'est l'énergie que j'ai pu avoir en regardant ça qui m'a attirée. Je me suis dit, mais moi, je veux aussi aller dans cet endroit-là. Je veux vraiment être sur cette piste. Donc, j'avais les étoiles plein les yeux, les yeux grands ouverts. Ça m'a impressionnée. Et tu penses que c'est parce que c'était les Jeux ou ça aurait pu être la même chose à des championnats du monde ? Je sais pas. Je suis contente que ça ait été les Jeux parce que de toute façon, dans l'univers entier, c'est la meilleure compétition qu'on puisse trouver. Donc je suis heureuse d'être tombée là-dessus, mais je pense que ça aurait été pareil pour seulement juste des championnats du monde, quoi. Alors j'ai vu que tu étais mosellane et très fière de l'être. C'est vrai. T'as grandi où exactement ? À Marly, une petite ville à côté de Metz. Ok. Et j'ai aussi vu dans une vidéo que tu avais aussi des origines marocaines. De mon père. Je suis moitié-moitié. Ma mère est parisienne, elle. D'accord. Pour les gens qui connaissent pas la Moselle, qu'est-ce que tu peux nous dire de la Moselle ? Déjà, c'est magnifique. Faut pas se dire que parce qu'il pleut, il fait gris, forcément, c'est moche. Ok, on a des super architectures, on a des mirabelles, ça réchauffe aussi bien, aussi bien quand on le voit que quand on le mange. Et on est tous très gentils et très accueillants. Donc, faut venir voir la Moselle. Tu sais, moi je suis du Nord, on a les mêmes clichés sur la pluie, tout ça. On connaît. Donc on est solidaires. C'est marrant parce que tu as commencé l'athlé, parce que les athlètes d'Athènes 2004 t'ont donné envie de le faire. Peut-être que après les mondiaux de Budapest cet été, c'est toi qui à ton tour a donné envie à des enfants de faire de l'athlé. Tu penses à ça parfois ? J'y ai pas beaucoup pensé sur le moment, mais c'est mon coach qui est venu me voir et qui m'a dit t'imagines pas le nombre de messages de personnes qui m'ont dit que leur enfant voulait faire de l'athlé grâce à toi ou qu'ils allaient s'y remettre parce qu'ils t'ont vu, etc. Et c'est surtout tous les retours que j'ai eus par rapport à ça qui m'ont fait ah ouais, j'ai vraiment fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Je suis hyper heureuse d'avoir réussi à communiquer cette joie de vivre et cette envie de juste s'exprimer dans l'athlé parce que moi c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que j'aime être, donc je suis contente que ça ait touché les gens à ce point-là. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont aimé chez toi en particulier ? D'après ce que j'ai entendu, c'est ma spontanéité, le fait que je souris beaucoup et que je sois tout simplement joyeuse et enthousiaste. Je suis contente que ce soit ça qui ait touché les gens parce que c'est comme ça que je suis quasiment tout le temps. J'ai pas beaucoup de moments de bas parce que je m'extasie beaucoup pour rien, genre une petite gosse. Donc j'ai gardé ça et je suis tout le temps comme ça sur la piste et ça me fait très plaisir
que les gens aient beaucoup apprécié ce côté de ma personnalité. À part le sport, est-ce qu'il y a d'autres gens qui t'inspirent dans la vie? Bah, comme je disais au début du podcast, j'ai pas d'icône en fait, j'ai pas de personne dont je saurais te citer le nom parce que je lis beaucoup, j'écoute énormément de podcasts, etc. C'est vraiment les moments de vie, les histoires que les gens peuvent raconter qui me touchent et qui m'inspirent dans ma vie en général sur des décisions qui ont été prises, des moments durs de leur vie ou bons moments de leur vie. Et moi, c'est ça que j'aime enfin écouter et qui rayonne en moi et c'est comme ça que je le vis. Ok. Est-ce que les Mondiaux de Budapest, ta participation aux Mondiaux de Budapest a déjà changé quelque chose pour toi dans ta vie? Est-ce que la médiatisation qui va avec une participation aux Mondiaux, elle a déjà changé quelque chose pour toi? Bon non, je vis toujours dans le même appart, je vais toujours faire mes courses au même endroit, donc sur ce côté-là, pas grand-chose. J'ai pas eu de demande de sponsoring ou de partenariat. Ça a changé beaucoup, enfin au point de vue local. J'ai beaucoup de journaux, de télé, la Moselle TV qui est venue me voir, etc. Donc ça, je suis vraiment plus reconnue au niveau local et ça me fait énormément plaisir puisque je suis fière de mon département et de ma région. Mais au point de vue en général, moi, ça m'a pas changé grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, du coup, pour m'encourager, pour me parler, etc. Et ça me fait plaisir, mais tout est pareil dans ma vie. D'accord. C'était ta première sélection senior en équipe de France? Exact. Tu avais été aux Europes Espoirs à Tallinn en 2021, c'est ça? C'est ça. Exactement. Pour Budapest, tu as été repêché. Est-ce que tu peux nous parler un peu des jours et des semaines qui ont précédé? Déjà, à la base, tu pensais pas y aller? Tu avais arrêté de t'entraîner? En gros, j'ai fait les championnats de France à Albi et Oui. je finis deuxième. Je fais mon record, etc. Mais c'était 6153 du coup à ce moment-là. Je savais que normalement ça suffirait pas pour aller à Budapest, donc on a discuté avec le coach. Il a dit bon bah t'es sélectionné pour aller à Talence au Decastar, donc on préparera le Decastar en septembre et puis en attendant bah vas-y fais ta vie, c'est les vacances quoi. Et bravo pour ta saison. Donc je suis partie en Savoie avec ma famille pendant une semaine. J'ai mangé raclette, fondue, tout ça. J'ai fait des balades, j'étais heureuse. Et je suis rentrée quand même sur Metz 2 semaines après, je crois. Et c'est à ce moment-là que Gaëtan Bloin de la Fédé m'appelle et me dit bon bah sois encore un peu sérieuse, il y a moyen que tu sois repêchée. C'est possible. Moi je me dis bah ok, je suis pas retournée à l'entraînement pour autant, mais j'étais à l'écoute en tout cas. Donc c'est cool une semaine et du coup c'est 3 semaines avant les mondiaux du coup qu'il m'appelle et qu'il me dit bon bah tu peux faire ta valise, c'est parti. Et moi, j'ai pleuré pendant une demi-heure. J'étais au fond du trou, même, enfin au fond du trou, mais joyeuse, quoi. Je veux Oui. dire, je pleurais de joie. C'était le meilleur moment de ma vie. Je veux dire, je me suis vraiment rendu compte parce que pour moi, ça reste des énormes compétitions. Je veux dire, au-delà des JO, on peut pas faire mieux Ouais. que les championnats du monde. Juste après, c'est les championnats du monde, quoi. Il y a les mêmes personnes, que ce soit Ouais. aux Jeux Olympiques qu'aux championnats du monde. Je savais ce que ça représentait pour moi comme aboutissement dans tout ce que j'avais pu faire, etc. Donc vraiment, j'étais en larmes. J'ai appelé mon entraîneur, j'étais en larmes aussi. Et du coup, bah, je suis retournée. J'étais pas encore sur Metz, mais je suis retournée à Metz. On a continué de s'entraîner pendant les 2 semaines suivantes avec mon entraîneur. On était tous les deux parce que bah, du coup, c'était les vacances scolaires. Moi, il faut savoir que d'habitude, je m'entraîne avec un groupe de au moins 15 personnes quotidiennement. Donc, ça a changé aussi. C'était un autre rythme pendant qu'eux, ils étaient en vacances. Ah, je vais pas me plaindre. Hein. Mais, et une semaine avant, du coup, je suis partie à l'INSEP pour rejoindre l'équipe de France sur le pré-camp et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup moi c'était ma première sélection en senior même si je connaissais les athlètes parce que bah je fais les championnats de France élite depuis pas mal de temps, etc. Alors, on s'était jamais côtoyé comme on pourrait le faire avec une équipe, dormir, manger ensemble, etc. Donc ça m'a fait du bien de rencontrer le staff et Mhm. les autres athlètes. Et puis du coup 4 jours avant, un peu plus, 5 jours avant, on est parti pour Budapest en avion. Et c'est là où on a vraiment vu l'hôtel, aller faire les accréditations, tout ce qui était un peu nouveau pour moi parce que faut prendre les navettes, il y a des points, des pointages, les petites réunions techniques, etc. Voir le stade d'échauffement et puis le stadium, etc. Donc voilà, ça a été l'avant-compète. Mais c'était un peu beaucoup pour toi, beaucoup de nouveautés, ou tu l'as bien vécu? Je l'ai super bien vécu. Autant, comme tu parlais de Tallinn 2021, là, j'ai pris une énorme pression parce que c'était ma première sélection en équipe de France vraiment pour un championnat. Je l'avais très très mal vécu parce que j'avais la pression que négative en mode bon, t'es en équipe de France, maintenant t'as pas le droit de te louper, c'est le moment de ta vie, c'est maintenant, faut parfait. Vraiment, ça a été
la pire erreur de ma vie. C'était horrible à vivre et à faire vivre parce que du coup, les gens pouvaient rien faire pour moi. J'étais juste dans ma spirale négative et j'étais en train de m'enfoncer. A contrario, du coup, dès la veille, j'ai dit bon, ça avait pas marché quand tu t'étais mis la pression, donc vas-y tranquille. De toute façon, maintenant t'es là, c'est que du bonus. T'as bossé toute la saison, tu pensais même pas être là. Donc tout ça, je l'ai super bien vécu. J'ai pris les jours, jour après jour, événement après événement. Entre guillemets, je mangeais les informations qu'on me donnait parce que en fait, pour moi, ça pouvait que bien se passer. J'avais pas l'impression que y allait avoir de mal, même si je me loupais, j'y étais et j'étais heureuse d'y être. Je me suis pas loupée, donc ça a été encore mieux, mais je l'ai hyper bien vécu, quoi. Mais tu as utilisé le mot aboutissement. Tu le vois comme un aboutissement ou comme un tremplin? Ou comme le début de quelque chose? C'est le début de quelque chose d'autre. C'est l'aboutissement d'une phase de ma vie, on va dire. Parce que moi, j'ai toujours cherché à être à très très haut niveau. Je rêve d'aller aux Jeux Olympiques depuis que je suis toute petite. Donc, côtoyer les meilleurs mondiaux, c'était ma vie. Voilà, c'est tout. Pour y arriver, je savais que ça allait prendre longtemps. Quand j'avais 6 ans et que je faisais mes petits plots à l'entraînement, je me disais, je vais en faire encore 10 000 et j'irai aux Jeux Olympiques, quoi. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de cette phase-là, de la recherche, d'atteindre ce cercle très fermé des 24 meilleurs septathlètes pour dire ah oui, ça y est, maintenant je peux prétendre à toutes les compétitions à ce niveau-là parce que si je l'ai fait une fois, c'est que je serais capable de le refaire et j'ai le potentiel de le faire. Et c'est ça qui était important à ce moment-là et c'est pour ça que je parle d'aboutissement. Ok. Et tu as été repêchée parce que d'autres se sont désistés, c'est ça? Exactement. Mais il y en a combien qui se sont désistés? Faut savoir que moi j'étais 38e mondiale, enfin au ranking à ce moment-là. Donc ça veut dire que toutes celles entre 24 et 38 se sont désistées. Oh, ouais. Plus d'ailleurs parce que je sais que Esther et Léonie, les 2 autres heptathlètes qui étaient avec moi, elles y sont allées aussi. Donc il y a eu beaucoup de monde ça nous a permis d'y aller, quoi. C'était quoi ton objectif en arrivant là-bas alors? Prendre de l'expérience? Non. J'étais là-bas pour faire le meilleur de ce que je pouvais à ce moment-là. L'expérience, ça vient après, je pense. À ce moment-là, faut pas dire je viens voir, allez, et si je regardais le sautoir de hauteur, on verra. Non, aller sur la piste en se disant je vais prendre de l'expérience, c'est vraiment pas une bonne mentalité à avoir. En tout cas, je trouve. Ça permet pas de performer. Non, vraiment, j'y suis allée pour donner le meilleur de moi-même, exprimer tout ce que j'avais fait cette saison-là, en sachant qu'en plus, j'étais en super forme parce que j'avais progressé techniquement, physiquement cette saison-là. Donc, moi, j'y suis allée pour tout exploser. Ça a marché, pas bien marché, ça dépend des épreuves, mais j'ai tout donné en tout cas. Il y avait beaucoup de public? Sur les sessions du matin, c'était pas plein, mais sur les sessions de l'après-midi, toujours. Okay. Et par exemple, le soir de mon 200 mètres où je bats mon record, il y avait la finale du 100 mètres aussi, genre juste après. C'était noir de monde. Vraiment, c'était une cocotte minute d'émotion et de vibration. C'était impressionnant. On m'a vue super émotive au lancer de poids et c'est sans doute là où j'ai le plus pris la pression dans ma compétition parce que entre la séance du matin et quand tu reviens sur le stade, parce que nous on reste, enfin moi j'ai choisi de rester sur le stade, mais on est en salle de repos, etc. Donc on sent pas l'atmosphère, on voit pas les gens qui rentrent, etc. Donc quand je suis revenue pour le poids, c'est là où genre j'ai vu les tribunes pleines, où j'ai senti l'ambiance et tout, et ça a mis un espèce de gros amas d'énergie. C'était bien ou pas bien, ça dépend comment tu le prends, mais il faut savoir se détacher de ça pour pouvoir faire ce qu'on sait faire quand même dans le plateau, parce que le poids, ça reste quelque chose de très court. Donc, si t'es pas là au moment qu'il faut, tu passes à côté et ça va super vite, quoi. Et j'ai bien mis 2 lancers à me remettre dedans et j'ai réussi à m'exprimer sur le 3e. Donc, c'est pour ça que j'étais très, très contente. Enfin, très, très émotive d'avoir réussi à passer le cap, en fait, d'avoir surmonté l'émotion et qu'elle m'avait donné le public, que je m'étais mise aussi à moi-même. Et c'est vraiment la grosse différence entre le matin, l'après-midi, le public, etc. Ouais. Et vous êtes souvent un peu seul dans les stades. Quand il n'y a plus que les combinés, malheureusement, les non-connaisseurs s'en vont. Les connaisseurs restent. Les connaisseurs savent que... Toujours. Mais je pense que le décathlon, ils les voient, enfin, ils le ressentent plus que nous, parce que nous, on est souvent bien timés par rapport aux autres épreuves. Ouais. Il y a aussi beaucoup de gens qui, quand ils t'ont vu à Budapest, ont remarqué ton maquillage. C'est toi qui le fais? Oui, toujours. C'est pas des pochoirs ou... Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Non, c'est pas des pochoirs, c'est moi qui dessine. Dans mes hobbies, mes passe-temps, je dessine énormément.
pendant le confinement, avant je me maquillais pas du tout, et au confinement je me suis dit bon bah tu vas bien essayer de te faire un trait d'eyeliner, au moins il y a personne pour voir les ratés. Et à partir du confinement, bah j'ai commencé à me maquiller quasiment tous les jours, et bah de mieux en mieux, surtout que bah je suis très artistique, j'ai une fibre très artistique, donc ben c'est un peu tout et n'importe quoi. Il y en a pas mal, et les ailes bleu blanc rouge c'est ma spécialité pour mes sélections en équipe de France. Tu devais te lever plus tôt pour le faire? Non, je fais ça en 10 minutes. Ok, Vraiment, allez, 15 quand je veux que ce soit vraiment parfait. Mais je prends pas énormément de temps à le faire. C'est l'habitude. ok. Mais c'est une façon pour toi d'attirer l'attention ou d'exprimer ta créativité. Qu'est-ce que ça t'apporte? Un bon sentiment de bien-être. J'aime beaucoup me voir comme ça, savoir que je suis comme ça. Ça me représente bien. Donc, voler sur la piste, ça me va, quoi. C'est toi qui fais le maquillage de tes copains de club aux interclubs? Ouais, c'est moi qui ai dessiné les premiers dragons, etc. Et je suis très fière de ça. Bon, quand on a quelqu'un comme toi dans l'équipe, ça serait dommage de ne pas utiliser ton talent. Donc, tu as fini 12e à Budapest. J'ai vu que tu avais dit qu'après la première journée, tu t'étais un peu surprise à rêver d'un top 8. C'est vrai. Tu peux nous parler un peu des différentes émotions? Ben, la première journée, je l'ai vraiment prise comme elle venait, surtout qu'elle a hyper bien fini avec mon record au 200, donc j'étais surexcitée. Le soir, je crois que j'ai dormi 4 heures entre les 2 jours, tellement j'arrivais pas à dormir, j'étais dans mon lit, j'étais chaude bouillante, genre j'étais encore pleine d'énergie, vraiment. Normalement, le cerveau, il s'apaise, enfin, tu te sens plus apaisé quand tu te mets dans ton lit pour dormir, etc. Moi, c'était pas du tout ça. Franchement, j'aurais pu sauter au plafond encore à 2h30 du matin, et je me suis dit, bon, il faut vraiment que tu arrives à faire quelque chose là. Le lendemain, tu dois retourner sur la piste, quoi. Bah, ça a été un peu le bémol. J'espère réussir à mieux dormir les prochaines fois, mais bon. T'étais dans la chambre avec... Esther. Ok, donc vous faisiez la même preuve. Ouais, ouais, ouais. Ils nous mettent ensemble, surtout les combinards. Léonie était toute seule parce que ben on a des horaires décalés, on rentre pas tout le temps ensemble, donc voilà. Et ouais, après la première journée, du coup, j'étais 9e, je crois. Et vraiment, le top 8 était à pas grand-chose. Surtout qu'en longueur, j'avais un très bon record. Même si ma saison, elle s'était pas forcément très bien passée en longueur, bah, je me suis dit, tout peut se passer, en fait. Comme aujourd'hui, en fait, bah, les filles, elles sont là, je suis bien dans le paquet et tout. Donc, j'ai ma chance à jouer, quoi. Je pense pas que c'est ma nuit de sommeil qui ait vraiment impacté ma longueur du lendemain. C'est juste que, ben, au vu de la saison que j'avais fait en longueur, j'étais toujours aux alentours de 6 mètres. J'ai fait 6 mètres 11 au championnat de France Élite. Mais à part ça, j'avais pas réussi à m'exprimer sur toute la vitesse que j'avais réussi à accumuler, et la force que j'avais réussi à développer cette saison-là. J'ai pas réussi à le retranscrire techniquement. Donc, au final, la longueur, elle s'est passée comme toutes les longueurs de ma saison, de tous mes heptas, quoi. Même si, du coup, c'est là où je perds ma place de finaliste de 8e, je pense. Parce que avec un petit 6,20 ou un petit 6,25, j'aurais pu m'accrocher pour avoir ma 8e place sur les épreuves suivantes. Surtout que ben, je fais un JAV très respectable, à même pas 1 mètre de mon record. Et après, bah, le 800, ça reste le 800, hein. On donne tout. J'ai vraiment cru jusqu'au bout quand même. T'as fait combien en longueur, juste? J'ai fait 6,01. Ok. Pendant les épreuves ou entre les épreuves, il y a beaucoup d'échanges entre les filles? Vous parlez beaucoup? Avec les Françaises, un petit peu. Sinon, avec les autres, oui, on discute quand on est à côté ou quand on se voit, etc. Est-ce que ça va et tout. Entre le matin et l'après-midi, on est beaucoup à rester. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui retournent à leur hôtel. On a le choix, en fait. Moi, j'ai décidé de rester parce que j'avais pas envie de me sortir de ma compétition en reprenant le bus et en faisant des allers-retours. Les filles, elles sont reparties le premier jour et sont restées le deuxième jour. Mais du coup, on a beaucoup de temps neutre. Ça fait des temps d'échange et ça, c'est cool. On a toujours une bonne ambiance. Donc il y a une salle de repos qui est prévue pour vous, c'est ça? Il y a Exactement. quoi dans cette salle de repos? Il y a de quoi dormir, il y a de quoi Ouais, manger? il y a des box où on a chacun notre espace pour poser nos valises, parce que la plupart du temps, en tant qu'heptathlète, on a beaucoup d'affaires à Oui. ramener entre les trucs de récup, les différentes les affaires vestimentaires, les différentes paires de pointes, tout ce qu'on ramène, ça fait beaucoup. Il y avait des couvertures, il y avait des matelas, il y avait des coussins. Ça, c'est le coussin de Budapest, voilà, qu'on est reparti avec. Je peux te dire que le premier jour, il y avait plein de coussins, le dernier jour, il n'y en avait plus. J'imagine. Et il y a de quoi manger, des tables et de quoi nous échauffer et nous entraîner. Il y a au moins 60 mètres de tartan.
Et vous étiez seul ou vous pouviez avoir quelqu'un pour vous accompagner, un coach, un kiné ou... Il y avait les coachs, les kinés ont l'accréditation aussi pour venir, les médecins aussi, et en coach, on avait le référent de la Fédé, Gaëtan Blouin, Hmm. et nos coachs perso qui venaient aussi. Ok. Donc on est bien entouré et ça fait plaisir de pas être seul non plus. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du tour d'honneur à la fin? C'était énormément d'émotions. J'ai pleuré avec Léonie et Esther. Vraiment, du coup, c'est l'après-midi, donc les tribunes sont pleines. Tout le monde applaudit, on salue, on se serre dans les bras. Vraiment, c'est tout le stress de la compétition qui s'évacue et se dire, bah ouais, on a fini, on était là, on l'a vécu. C'est tout le fait du partage, en fait, entre les heptathlètes qui sont là à faire le tour d'honneur avec nous, les médaillés avec Katharina et les filles et aussi le public qui nous félicite. Ils comprennent vraiment l'effort que ça a pu être et vraiment ils savent que c'est bien et que du coup le fait qu'ils partagent ça avec nous, qu'ils nous applaudissent, c'est vraiment incroyable comme moment. T'avais l'impression que c'était un public de connaisseurs à Budapest? Ouais, quand même. Parce que ils savaient clapper, ils répondaient toujours présents quand on avait besoin d'eux, et ils hurlaient au bon moment. Ouais. Je suis très amie du coup maintenant avec Rita Nemes, qui elle est hongroise. Je l'avais rencontrée à Montpellier en tout début de saison. Elle avait fait son premier hepta avec moi. Bah elle était chez elle. Et Ouais. on a beaucoup discuté et elle m'a dit que pour elle, ça avait été mais le moment de sa vie, quoi. C'est presque, j'allais dire presque triste. C'est le moment de sa vie et après quand tu vis un truc pareil, tu te Mm. dis bon bah les émotions seront plus jamais les mêmes. Même pour moi, qui n'était pas du coup dans mon pays, je l'ai vécu comme un moment hors du temps. Quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que ça s'était passé et que c'était pas un rêve ou ça avait vraiment une temporalité différente. C'est des moments hors du commun, tu pourras pas revivre ça tous les 2 jours ou quoi. Donc il faut profiter un max de ces moments-là au moment où tu les vis parce que quand tu retournes à l'entraînement, quand tu retournes dans ton petit appart de 50, 20 mètres carrés ou 50 mètres carrés, on s'en fout, c'est des émotions qu'il faut garder au fond de soi pour se dire bah ouais, maintenant tu taffes pour ça et t'as envie d'y retourner, donc c'est ça que tu veux revivre. C'est ces moments-là, tu vis pour ces moments-là en fait. Et on te souhaite évidemment d'avoir beaucoup d'autres sélections. Bon, si tu vas aux Jeux de Paris, évidemment que Paris, ça sera spécial. Mais c'est vrai que les premiers mondiaux, ça restera... Un souvenir inoubliable. Mm. Les premiers, ça a un goût de nouveauté, ça a un goût d'excitation, ça a un goût d'adrénaline. Quand moi j'ai vécu mes premiers championnats de France, par exemple, j'étais super excitée, super angoissée, j'avais trop envie d'y aller. Et en plus, il y a le fait d'être hyper jeune quand tu fais tes premiers championnats de France. Et bah là maintenant que je les fais tous les ans, été, hiver, que c'est même plus vraiment une surprise en fait de me qualifier pour les championnats de France, faut aller chercher autre chose. Maintenant, j'y vais pour la performance, etc. Mais faut se rendre compte qu'il y a des gens qui, ben, eux, c'est l'accomplissement de leur vie, au final, d'aller Ouais. au championnat de France. J'aime bien me remémorer ce genre de choses. Et bah, là, récemment, j'ai fait une course de 7 km sur route parce que c'était mes vacances et que bah, j'avais envie de tester autre chose. Vraiment dans un coin paumé en Marne. Et en fait, de se retrouver au milieu de gens que c'est pas ta spécialité, que eux ils en font souvent, etc. Je me suis retrouvée dans le paquet, j'ai fait quoi, 12e, 8e, je sais plus, un truc comme ça. Ça te rend humble sur le fait de, bah en fait, il y a toujours des nouveautés partout, les gens y travaillent, il y aura des niveaux différents, des personnes différentes, des mentalités différentes, mais si on est là, c'est qu'on aime bien le faire et que faut y aller à fond, quoi. Peu importe ce que tu fais et peu importe où tu es, quoi. Est-ce que dans ton heptade, tu as une journée plus forte que l'autre? Avant, non. Et maintenant, peut-être la première journée, parce que bah, maintenant il y a les courses et j'ai beaucoup progressé en vitesse sur les haies et bah, surtout aux 200 mètres. Donc ça m'a permis d'engranger énormément de points. Maintenant, c'est vraiment un super point fort, les courses, alors qu'avant, bah, je me retrouvais dans le tas, on va dire, voire un peu moins. C'est les lancers souvent qui faisaient la différence avec les autres filles, alors que maintenant, bah, je cours plus vite et c'est vraiment un bonheur, quoi. Et j'ai vu que tu disais que d'un hepta à l'autre, tu préférais certaines épreuves ou d'autres, que Mm. ça changeait en fonction de l'hepta. Ouais, carrément. C'est très circonstancié en fait. En fonction de l'état d'esprit, etc., ça peut changer de tout au tout l'appréciation que tu as sur une épreuve. Je sais que la hauteur, c'est un peu un moment compliqué. Enfin, pas compliqué en soi, parce que ben, c'est toujours les mêmes barres, etc. Surtout en hepta, on a toujours les mêmes montées de barres. Mais en fonction de comment tu approches l'épreuve, ça change énormément déjà la performance du coup.
et aussi comment tu as ressenti l'épreuve et comment t'en souviendras après. Il y a des fois où j'ai détesté la hauteur et il y a des fois où vraiment ça a été un plaisir immense de sauter avec des sensations de folie. Et c'est à peu près ça dans toutes les épreuves. En Ok. plus, parfois, plus tu avances dans l'hepta, ça peut dépendre aussi de ce que tu as fait aux épreuves d'avant, alors que normalement, ça devrait pas être le cas. Chaque épreuve, on est censé faire un reset pour pouvoir tout donner à l'épreuve suivante, mais Dieu seul sait que c'est pas possible, bien sûr. Mais on essaye de faire ça au mieux et je pense que les meilleurs dans leur domaine, et je pense que Kevin Meyer l'a bien compris, c'est ceux qui arrivent vraiment à aller sur une épreuve comme si c'était l'unique épreuve de leur journée. Ouais. Tu fais combien d'heptas par saison en général? J'ai pas vraiment de limite. Là, cette année, j'en ai fait 5, du coup, cet été. Parce que, il y avait un petit hepta de rentrée, on va dire, dans un coin perdu de la Moselle. Déjà parce que, ça fait plaisir, c'est à côté, il n'y a pas besoin de faire de grands déplacements. Et en plus, ça permet de faire des compétitions et d'enchaîner les épreuves. Et ça, c'est bien parce qu'en plus, moi qui fais beaucoup d'épreuves et qui aime bien tester, savoir où t'en es, en tout cas, sur ma prépa, si tu fais ça sur des compétitions qui sont individuelles, parfois les épreuves elles se chevauchent, c'est pas forcément Ouais. le meilleur timing pour bien te mettre dans l'épreuve et donner ton 100% et surtout montrer ce que tu as fait à l'entraînement. Alors que faire un petit hepta comme ça me permet d'enchaîner et d'être sûr que j'allais bien pouvoir me mettre dans chaque épreuve. Et après, du coup, j'ai fait Montpellier, j'ai fait après les France Elite et Budapest et j'ai fini par les Decastars. Donc ça a Mhm. été ma plus grosse saison. D'habitude, je pense que j'en fais 3 peut-être 4 maximum. Mais il te faut combien de temps pour te remettre, entre guillemets, d'un hepta? Tu serais prête à enchaîner combien de temps après, si vraiment il fallait? Peut-être 2 semaines, 3 semaines. En vrai, je pense Ok. que ça peut aller super vite. Moi, j'ai la chance en plus d'avoir une très bonne entraînabilité. Je récupère très très vite, très très bien, et redemander des efforts assez forts à mon corps plus tard, c'est pas trop grave. Tant que j'ai encore de la réserve dans la tête, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris sur cette saison, c'est que après avoir fait du Budapest, du coup, pour le ranking de 2024, je me suis dit faire talent c'est une très bonne idée, etc. Surtout que je sais que cette année je suis forte, etc. Mais en fait, mentalement, j'étais quitte. Je pouvais pas, j'avais plus rien à donner. Donc, j'ai fait tout l'hepta parce que pour moi, c'est important quand tu commences un hepta, c'est pas parce que tu fais des contre-perfs que forcément tu dois t'arrêter. Donc, j'ai fini l'hepta de Talence, mais j'y avais plus rien. Tout a été à l'envers, quoi. Mon cerveau était plus capable de dire, mets un pied devant l'autre à mon corps, tellement j'avais plus d'énergie pour me dire, l'objectif c'est ça. J'avais plus rien à donner, donc au moins je connaîtrai les limites de mon corps pour les prochaines saisons et de ma tête. C'était le contre-coup de Budapest, tu penses? Ouais, je pense. Entre justement Budapest et Talence, il y avait à peu près un mois et demi. Ça a été des hauts, des bas, des baisses de motivation, dur de bien se concentrer à l'entraînement. Et pourtant, la forme était là. Quand j'étais à l'entraînement avec le coach il me disait, mais ouais, ça va, t'es forte, ce que tu fais, c'est bien en plus. En fait, il n'y avait pas de contre-indication à faire le décastar. C'est juste que pour aller en une compétition, tu peux pas y aller à moitié en fait, sinon ça donne la moitié de la performance, comme ce que j'ai pu faire quoi. Ton coach, c'est Julien Chauffard, c'est ça? Exactement. Combinard. C'est ça, ancien décathlonien. Est-ce que Exact. ça aide d'avoir un ancien décathlonien comme coach? Oui, je pense. Lui, il a eu un beau chemin de vie aussi parce que du coup, il a fait pas mal de sélections en équipe de France aussi et il a été très bon. Là, je crois encore qu'il est encore dans les 20 meilleurs tout temps du DK, donc ça reste quelque chose. Ouais. À un moment, il a arrêté d'entraîner les épreuves combinées et il s'est mis à entraîner spécifiquement du 100 longueur et des haies pour ensuite me réentraîner moi. Et je pense que le fait qu'il ait fait des épreuves combinées, il connaît les implications que ça a besoin, entre guillemets, pour l'entraînement et pour la compétition, parce qu'il l'a vécu. Et de se spécialiser après comme ça en tant que coach pour être plus pointilleux sur certains domaines, pour m'entraîner et pour entraîner des épreuves combinées, je pense que ça le rend d'autant plus compétent. Ok. Et dans ton groupe, il y a des spécialistes ou des combinards? Que des spécialistes. Je suis la seule combinarde. C'est un avantage? Ouais, Parce que je si tu trouve. as des spécialistes de certaines disciplines de l'hepta, je suppose que ça peut aider au quotidien à Mm. l'entraînement pour une bonne émulation. Déjà, et en plus, c'est beaucoup de jeunes dans mon groupe, souvent des lycéens, des cadets juniors. Donc eux, ils ont la fougue, ils sont tout le temps en train de te challenger. Donc même si c'est des jeunes, faut toujours être présent et enfin et répondre parce que
bah on va pas laisser les jeunes détrôner les anciens déjà. Tu es encore jeune quand Je même, tu suis as encore pris. jeune, c'est vrai, mais bon, face à des cadets juniors, je fais pas le poids. Mais c'est bien, on a une très bonne dynamique de groupe du coup. Peu importe que eux fassent des spécialités et moi des combinés, parce que en fait, quand on est sur les compétitions, on se soutient les uns les autres et à l'entraînement, on se challenge sur les choses qui nous rassemblent. Comme ça peut être, on se soutient en VMA quand on va courir en aéro, on se challenge en muscu parce qu'en muscu de toute façon tout le monde a les mêmes barres et les mêmes poids, ben on essaye de se rapprocher un peu ou de se prendre 1 kilo, 2 kilos, ça dépend. Il y a beaucoup de hurdlers dans notre groupe et de sprinters, donc ça m'a sans doute beaucoup aidé aussi pour la vitesse cette année. J'ai vu que ton coach disait que ce qui était bien chez toi, c'est que même si tu n'avais pas de gros points forts, tu n'avais surtout pas de points faibles. Mm. Tu es d'accord avec lui? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Non, ça a toujours été comme ça depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours été bonne partout. J'ai fait du triathlon jusqu'au minime. J'ai fait les pointes d'or parce que justement j'étais bonne partout. En plus, quand on est minime, on a le choix de faire les triathlons soit spéciaux, soit normaux. Normaux avec une course, un saut, un lancer. Et les spéciaux avec une course, 2 lancers ou 2 sauts. Et moi, bah, je faisais le normal parce que bah, j'étais bonne partout. Et quand j'ai dû me spécialiser en cadette, bah, ça me paraissait complètement normal de faire des épreuves combinées parce que je me voyais pas arrêter de faire l'un ou l'autre. Vraiment, j'étais très bonne en lancer, je sautais bien, j'avais du jump, je courais et j'avais de l'endurance, donc autant profiter de toutes les qualités, même si du coup j'étais pas excellente dans un truc. C'est peut-être pour ça qu'on m'a pas repérée tout de suite aussi, mais j'ai pu développer toutes les qualités en même temps et continuer à travailler sur ça. Et c'est ce qui fait que maintenant, je pense, ça me fait de moi une bonne heptathlète en tout cas. Mais est-ce que tu penses que dans tes qualités, il y a aussi la capacité à apprendre rapidement une technique ou un mouvement? Ça, c'est Parce que quand on a sûr. plusieurs épreuves, on n'a pas autant de temps que les spécialistes. C'est sûr. On est obligé d'apprendre rapidement et surtout, au-delà d'apprendre rapidement, parce que c'est bien beau de savoir le faire une fois, c'est surtout de l'assimiler rapidement et de pouvoir le retranscrire. On n'a pas le temps de l'ancrer complètement les choses. Ça, l'ancrer, c'est vraiment ce que font les spécialistes. Ils répètent le même mouvement, etc. pour être sûr de pouvoir en compétition le faire. Nous, on n'a pas ce temps-là, donc au-delà de l'apprentissage, parce que je pense que les épreuves co, on est tous très rapides en apprentissage. Ce qui peut différencier un bon heptathlète ou une bonne heptathlète ou un décathlonien, c'est le fait d'ancrer rapidement la technique. Vraiment, je pense. Ok. Et est-ce que, comme beaucoup d'autres combinards, tu penses que c'est aussi lié à ta personnalité, que tu t'intéresses à beaucoup de choses dans la vie, que tu t'ennuies si tu fais toujours la même chose? Oui, Que j'ai remarqué ça avec les combinards que j'ai déjà interviewés. oui, je pense que ça, c'est un trait commun de tout le monde. On a tout ça. Moi, encore plus, franchement, j'ai toujours été en papillonnage, on va dire. J'aime tout faire, tout voir, tout comprendre, tout écouter. Et dans tous les aspects de ma vie, donc ça peut être à la fois très chiant et une très bonne qualité aussi. On voit bien le revers de la médaille. Parce que du coup, de tout vouloir faire tout le temps, bah, c'est dur de se canaliser. Et ça, je pense que ça a été le plus gros apprentissage sur moi-même, surtout cette année, parce que au-delà de l'athlé, j'aime beaucoup faire d'autres sports comme l'escalade, le volley surtout. Et le volley, c'est à cause de ça que je me suis fait opérer de la cheville. Ah. En 2022, j'ai fait une saison blanche à cause de ça. Donc c'est à ce moment-là où vraiment j'ai eu une grosse remise en question. C'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé d'aller voir un psychologue du sport pour justement mieux comprendre et mieux me recentrer et être clair sur mes objectifs. C'est bien beau de vouloir tout faire et tout voir et tout pratiquer en même temps, mais on peut pas être à très haut niveau si on fait tout en même temps. Il faut savoir ce qu'on veut et où on va surtout. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment choisi de me focus sur quelque chose, sur mon objectif, ce que je voulais vraiment faire dans la vie, et ça a payé cette année. Donc je suis très heureuse d'avoir réussi à faire ça et surtout d'avoir suivi ce chemin-là, et je le conseille à tout le monde. Donc tu fais plus de volley maintenant? Non, j'ai pas le droit de toucher une balle de volley jusqu'à 2024. Ok. J'ai vu que tu avais battu pas mal de records cette année. Tes records à l'hepta, au Mhm. penta, en salle, sur 200, 800, 100 et poids. Qu'est-ce que tu retiens de ta saison, au-delà de la participation aux mondiaux? L'évolution que j'ai eue dans ma mentalité, comme je l'ai eu tout à l'heure. Vraiment, il y a eu un gros déclic cette année sur le fait que je travaillais beaucoup, je savais ce pourquoi j'allais à l'entraînement, et en compétition, en fait, c'était du 100% moi, quoi. J'avais pas besoin de me cacher ou pas besoin de faire semblant ou quoi. J'avais travaillé, je savais ce que je valais. Quand je vais en compète, maintenant, c'est du 100% moi. Il n'y a pas à moitié ou
des pensées qui me disent oh bah non, tu vas pas faire ça ou tu vas pas dire ça, ou il y a aucune barrière. Quand je suis sur la piste, je suis moi-même, et pour le meilleur ou pour le pire, on verra bien ce que ça donne à la fin, on peut pas savoir. Cette mentalité-là, je l'avais beaucoup quand j'étais jeune. Je suis passée par différents entraîneurs, différentes structures, etc. Donc je l'avais perdue. Et je suis contente d'avoir réussi à retrouver cette flamme d'innocence ou de joie sur la piste pour exprimer ce que j'ai travaillé et ma personnalité. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de ma saison. Parmi les différentes structures par lesquelles tu es passée, il y a Montpellier. Oui, en effet. Et finalement, tu es mieux dans ta région? Ouais, ça a été un moment obscur de ma vie, on va dire. Ok. C'est des choses sur lesquelles je reviens pas trop parce que ben il y a eu des désaccords, des choses sur lesquelles ben on s'est pas compris. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites pas dans le sens des athlètes, alors que c'est censé être justement des structures de performance où t'es écouté, compris, qui te permettent d'atteindre le haut niveau, et ça n'a pas été le cas pour moi en tout cas. Donc je suis contente d'être retournée dans ma région avec un entraîneur avec lequel j'ai beaucoup de feeling et avec qui ça se passe aussi bien, sur lequel je suis bien entourée par un staff médical et écoutée par le département et mon club. Donc en fait, j'avais pas besoin d'autre chose, c'est tout. Ouais. Ton club, c'est quoi? C'est l'athlétisme Metz Métropole. On salue les personnes qui Bien écoutent. sûr. Depuis toujours, j'y suis depuis 19 ans. J'ai commencé l'athlé avec eux, et même quand je suis partie à Montpellier, du coup, je suis restée dans mon club parce que bah, j'ai une grosse appartenance à Metz, et je suis très heureuse de représenter mon club en fait. 2023, c'est aussi ta première année à plus de 6000 points. Ouais. Psychologiquement, c'est aussi un déclic. Tu te sens encore plus vrai heptathlète maintenant que tu as fait 6000 points? Ouais, entre guillemets, ça légitime un peu le statut. Une fois que t'as fait 6000 points, ça y est, tu te dis que t'es dans la cour des grands. Une fois que t'as fait 6000 points, c'est bon, quoi. Mais ça fait beaucoup de premières fois, ouais, c'est vrai, cette saison. Et la première fois que je l'ai passé, en plus, c'était à Montpellier. C'était explosé de joie. En plus, je bats mon record sur le 800 de presque 5 secondes pour réussir à aller chercher ces 6000 points. Donc, ça a été beaucoup de joie. Déjà pour cette congratulation des 6000, et en plus pour mon record à 800. Je l'ai beaucoup partagé ce jour-là. Après les mondiaux, sur Instagram, tu as écrit, je te cite, « Ma plus grande fierté, c'est d'avoir su m'exprimer au plus haut niveau. Avoir le talent, c'est bien, mais pouvoir jouer quand on veut et où on veut, ça, c'est du travail. » Est-ce que tu peux développer un peu? Bah, l'athlé, ça reste un sport. Donc, j'ai écouté les podcasts dernièrement, et ça revient beaucoup. Ça doit rester un jeu, en fait. Peu importe justement les enjeux, peu importe que ce soit des championnats du monde ou des compètes départementales, ça doit rester de la confrontation, de la compétition, du fair play, de l'amusement. Si t'y vas la tête dans le guidon en mode oh mon Dieu, et si j'y arrive pas, ou en fait, entre guillemets, on s'en fiche, quoi. Genre, vas-y, cours, tu verras bien après. Tu t'entraînes tous les jours. En plus, l'athlé, ça demande énormément d'investissement. Donc, t'as pas à te cacher, t'as pas à genre te mettre une pression de plus. Après, se détacher du regard des autres, c'est toujours quelque chose d'hyper compliqué dans ta vie en général. Alors dans l'athlé, c'est sûr que c'est encore plus dur, je pense, parce qu'on vit à travers les perfs. Le chrono, il ment pas. Le mètre, c'est ça que t'as fait, et puis c'est tout, quoi. Faut pas avoir de regrets, en fait. Faut dire, ben là, bah, j'ai fait ça à l'entraînement, et puis si je l'ai pas fait, bah je l'ai pas fait. Donc on verra le jour-là avec ce que j'ai fait là ces derniers temps, et vas-y, let's go, quoi. Si tu fais 5 mètres, tu fais 5 mètres. Si tu fais 4 mètres, tu fais 4 mètres. Si tu fais 6 mètres 50, tu fais 6 mètres 50. On s'en fout, quoi. Genre, vas-y, prends du kiff, prends des sensations, amuse-toi avec tes potes, va rigoler, fais de la clé, quoi. Genre, c'est ça qui est bien. Faut être soi-même et partager des moments comme ça, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais ça a toujours été ta mentalité, ou c'est quelque chose que tu as travaillé avec ton psychologue du sport? Je l'ai beaucoup travaillé du coup avec mon psychologue du sport. Il y en a beaucoup, beaucoup de jeunes, je pense, et même des moins jeunes, qui se mettent énormément de pression parce que on te répète que bah faut être sérieux, faut toujours bah, être bien concentré, pas rigoler. L'athlète, c'est quelque chose de compliqué, tu sais. Faut faire ça à ce moment-là. Donc on oublie souvent que ben à la base ça reste un sport. On fait ça parce qu'on aime ça. Et du coup, bah, au vu de tout ce que j'avais traversé, surtout que moi, je savais où je voulais aller, j'étais très, très dure envers moi-même sur le niveau que je voulais atteindre. Et du coup, bah, quand j'y étais pas, j'étais une vraie merde, quoi, pour moi. Donc, ça aide pas au niveau psychologique, et etc. J'étais plus contente d'aller sur la piste parce que j'avais trop peur du résultat, en fait, que j'allais sortir.
Et en discutant avec mon psychologue du sport, on a enlevé toute cette pression, etc. Et on a pu au moins revenir à l'essentiel, à justement ce jeu. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. Genre d'être libérée comme ça, c'est les moments où t'es le plus relâché, où tu peux le plus t'exprimer. Si vous n'arrivez pas à faire ça vous-même ou juste en discutant avec vos proches, faites-vous aider. Il y a des psychologues du sport, des coachs mentaux ou mentaux, je sais pas, on verra bien, qui sont là pour ça et qui sont très bons dans leur domaine. Donc c'est important de se sentir bien dans ce qu'on fait. Mais la démarche est venue de qui? De C'est quelqu'un qui moi. t'a de toi. Donc t'avais pas d'a priori. Si, beaucoup. Parce que ça fait longtemps que j'aurais pu faire cette démarche et que j'y suis pas allée. Enfin, je l'ai toujours repoussé en mode mais non, mais ça va aller, la prochaine saison, tu vas y arriver, t'inquiète pas et tout. Je voyais encore le décalage qu'il y avait entre ce que je pouvais produire à l'entraînement quand j'étais justement relâchée avec mon groupe d'entraînement et quand j'allais en compétition. Et je me suis dit, bah non, en fait, tu fais pas tout ça pour rien, en fait, va te faire aider, demande autour de toi, est-ce que vous avez des psychologues, est-ce que vous avez des coachs mentaux, etc. Faut discuter avec les gens, en fait, les gens sont ouverts sur le sujet en plus maintenant, donc c'est comme ça qu'on m'a conseillé celui que j'ai actuellement et je suis très heureuse de ça, quoi. On t'a tout de suite trouvé la bonne personne. Ouais, et ça marche super bien. Parfois, il faut essayer une personne, deux Mm. personnes. Ouais, bah, c'est comme avec ton coach ou avec l'entourage en général, et vraiment il y a aucune honte à changer, à dire: «Bah, non, ça correspond pas à ce que ça résonne pas avec, ce que j'ai en moi ou ce que je voudrais», donc il y a pas de honte à vouloir changer, que ce soit d'entraîneur, de kiné, de médecin, de psychologue, faut tester en fait, le monde il est hyper grand, sur 7 milliards de personnes, c'est bon, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui te correspond, quoi. Faut essayer. Le plus dur, c'est de tenter. Et est-ce que ton psychologue et ton coach échangent ou c'est des choses complètement indépendantes? Ils se connaissent, je suis pas sûre qu'ils échangent parce que c'est une relation différente, il y a des choses sur lesquelles, bah, je peux pas être d'accord avec mon coach et les choses, que je dis à mon psy qui lui ne le dira pas à mon coach. C'est tout ça, c'est, bah, «le secret médical» entre guillemets Ouais. donc bah, même s'ils sont en contact, je crois pas qu'ils échangent sur, ce qu'on se dit ou comment ça se passe, entre nous en tout cas. Alors qu'avec, mon staff médical du coup, mon kiné et mon médecin, eux par contre ils échangent, tout le temps et ils sont très au courant les uns des autres parce que ça touche à la performance et à la prépa physique. Donc ça, c'est leur domaine et il vaut mieux justement que les informations circulent très bien et très vite. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de choses que vous avez travaillé ensemble? Avec mon psychologue du sport, Oui. concrètement, moi quand j'arrivais en compétition, la seule chose que je voyais c'était le résultat. Aujourd'hui, bah, je veux faire 6 mètres en longueur. La longueur, ça a été un très très compliqué pour moi cette saison parce que justement, comme je le disais, en 2021, j'ai battu mon record, j'ai fait 6 m 38 pour aller aux Europes Espoir. Et depuis, bah, atteindre les 6 mètres, c'est compliqué et j'arrive pas vraiment à me mettre dedans. Donc pour moi, à chaque fois que j'allais sur le sautoir, j'avais fait des bons entraînements de longueur et tout. Je me suis dit, bah, aujourd'hui, c'est les 6 mètres, quoi. Et à chaque fois, bah, je revenais avec des 5,70, 5,80, 90, allez, max. Et bah, ça me dépitait. Et à chaque fois, je me retrouvais devant le mur. Et à chaque fois, ça me mettait encore plus de pression parce que bah, la fois d'avant, j'avais pas réussi. Du coup, je traînais comme énormément de casseroles. Et on en a beaucoup discuté avec, du coup, mon préparateur, enfin, mon psychologue du sport. Et il m'a dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu repenses à ce qui a été fait avant? C'est fait de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que changer à ce qui a été fait? C'est écrit, c'est acté, ça y est, tu l'as fait. Une fois, 2 fois, 5 fois, ça changera pas, quoi. C'est comme ça. Plus tu y repenses, plus du coup tu te mets une pression sur le résultat et du coup ben forcément la fois d'après à quoi tu vas penser? Ben aux échecs. Alors que les 6 mètres, ben je peux les faire comme je peux très bien ne pas les faire. Et accepter le fait que bah, je vais pas les faire, c'était juste ça qui me manquait. Pour moi, ne pas les faire, c'était plus une possibilité en fait. Je devais faire que 6 mètres. Si je faisais pas 6 mètres, c'était de la merde. Donc, j'étais plus satisfaite de ce que je faisais. Avec lui, on a réussi à remettre petit à petit, du coup, les choses en ordre pour se dire, bon, bah là, c'est une nouvelle compétition. Tu vas donner ton 100% de ce moment-là. Ça se trouve, ce sera 6 mètres. Ça se trouve, ce sera pas 6 mètres. Et en fait, 6 mètres, ça reste une possibilité si tout est mis bout à bout correctement dans l'ordre. Donc, sur une pyramide de possibilités, les 6 mètres, ils sont en haut et tout ce qu'il y a en dessous, bah, ça peut être 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres. Et tout ça, faut les accepter aussi. Je veux dire, ça reste des résultats. Si tu vas pas pour jouer, si tu vas pour un résultat que tu connais déjà, bah autant pas y aller, quoi. Je veux dire, c'est toutes ces réflexions-là qu'on a eu beaucoup tous les deux, que ce soit bah, du coup pour
la longueur ou même pour les 6000 parce qu'une fois que je l'avais fait une fois, ben, c'est acté. Tu l'as fait une fois, t'es contente, mais va falloir le refaire. Et là, tu peux te mettre une pression énorme parce qu'en plus, nous, comme on a 7 épreuves, toutes les épreuves valent des points, donc tu peux très bien te prendre la pression à un moment ou à un autre et te dire oh, mon Dieu, si je rate là, maintenant je fais plus les 6000 quoi. Et ça te flingue ton hepta. Il faut savoir se libérer du résultat, pas calculer et voir les comptes à la fin au final. C'est ça qu'on a travaillé du coup avec mon psy. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il fallait ancrer la technique, les gestes Mm. pour les différentes épreuves. Est-ce que ce que tu travailles en côté psy, c'est aussi des choses que tu dois ancrer avec le temps, peut-être que des choses que tu vois avec lui en amont, Mm. et qu'après, il te faut plusieurs compétitions pour réussir à vraiment l'intégrer? Oui, parce que c'est un état d'esprit. Il y a des fois, tu auras quand même des pensées, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les noter pour pouvoir en rediscuter avec lui après. Mais Mm. cet état d'esprit, une fois que tu l'as trouvé, c'est super dur de se remettre dedans. C'est des choses que tu penses, et parfois, bah, quand tu penses, je veux dire, tu contrôles pas forcément ce à quoi tu penses, ce à quoi tu réfléchis, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, un bien-être au quotidien, et quand tu arrives sur les compètes, et ce que tu discutes avec les uns les autres, ta façon d'être, c'est vraiment ça. Du coup, je pense que ça se met en place compétition après compétition, rendez-vous après rendez-vous, qu'on discute, parce que du coup, il y a des échanges qui se font, parfois ça marche pas, pourquoi ça a pas marché. C'est un entraînement en fait, t'entraînes ton esprit à être bien et à être performant à ce moment-là. Ouais. Quand tu as pris ta sélection pour Budapest, tu as ressenti le besoin de lui parler aussi, à ton psy? On en a parlé, mais en fait, je saurais pas vraiment l'expliquer. Souvent, les gens, ils ont besoin de discuter des émotions fortes, etc., quand justement tu as des surprises comme ça. Mais moi, cette sélection, elle a tellement été venue de nulle part et je l'ai tellement espérée et en même temps hyper bien prise que c'était logique. Il n'y avait pas de problème en fait. J'avais cette certitude en moi en fait que ça allait bien se passer. Il n'y avait rien qui pouvait me détourner du fait que cette compétition, elle allait être incroyable. C'est bizarre dit comme ça parce que bah il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Je veux dire, quand je suis partie sur le tapis de saut en hauteur, j'avais oublié mes pointes à la salle de repos par exemple. Ça aurait pu complètement me sortir de ma compétition, je veux dire. Et en fait, non, je l'ai pris avec le sourire. Je suis allée voir le juge, j'ai dit j'ai oublié mes pointes, est-ce que je peux aller les chercher? Il m'a regardé, on a rigolé et puis j'ai fait l'aller-retour quoi. Et vraiment, ben c'est vraiment une façon d'aborder la compète qui vraiment te met dans ces états-là et qui te fait justement que ça va bien se passer. Et vraiment, je pense que le meilleur atout de l'athlète, c'est l'adaptabilité. Peu importe ce qui peut se passer, de toute façon, tu vas courir, il y aura le départ, il y aura une arrivée. Ça changera pas, peu importe le stade, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, la performance, elle sera pas forcément la même. Mais par contre, ce sera toujours ce que tu connais, quoi. Alors, je sais que tu n'as pas d'épreuve préférée, Mm, mais on va passer en revue les différentes épreuves et j'aimerais que tu me dises la première chose qui te vient à l'esprit. ok. Donc, le 100 est. La combativité. La combativité? Ça te suffit. La combativité, c'est bien. Ouais. Franchement, vous pouvez y aller en commentaire si je sais pas parler. Tu t'en sors très bien, tu t'en sors très bien. À la hauteur? La sensation d'apesanteur, ce bien-être juste de sauter haut et le temps figé quand tu montes, c'est quelque chose d'incroyable. Le poids? Oh, c'est dur le poids. Ouais, c'est quelque chose de hyper rapide et du coup, pour moi, le poids, je trouve ça hyper dur. 200. Vitesse, la sensation de sortie de virage, vous pourrez pas trouver une meilleure sensation que ça. Vraiment. Ça t'éjecte une fusée, quoi. Longueur? Hmm. Très longtemps, j'ai pas du tout aimé la longueur parce que j'avais pas du tout de feeling avec. Depuis peu, j'aime beaucoup ça parce que la sensation de décollage et pareil que la hauteur, en fait, les sauts, le temps long que tu passes en l'air, c'est juste incroyable à vivre. Javelot? On va à la chasse. Un jour, avec mon coach, il comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais complètement désorganisée quand je lançais le javelot, parce que c'est beaucoup, beaucoup de coordination dans le geste, le javelot. Il a pris des cerceaux et il a dit, bon, maintenant, il faut juste que tu vises le cerceau. Et il me lançait les cerceaux comme ça, un peu loin, et moi, j'étais à l'arrêt et je devais juste balancer le javelot dans le cerceau. Et le fait de retourner comme ça, genre à l'instinct, juste vas-y, vise le cerceau, ça a trop trop bien marché. Donc vraiment, on doit avoir un instinct de chasseur-cueilleur préhistorique qui date, qui est bien ancré en Peut-être. nous. Voilà. Et le 800 mètres? Ah, la douleur.
Mais le 800, c'est dans la tête. Si je dois vraiment dire quelque chose, tous les combinards du monde seront d'accord avec moi, le 800. Si t'es pas venu pour le courir, tu vas pas le courir. Voilà. Si on te disait maintenant tu n'as plus le droit de faire d'hepta, tu dois faire une autre épreuve de l'athlé, mais une épreuve qui n'est pas dans l'hepta. Hmm. Est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse, une que tu aimerais tenter? Ouais, je pense que j'aurais bien fait de la perche. J'en ai fait un Ok. peu, ouais. Et en fait, je me suis fait l'isismique en 2021. Une? L'isismique, c'est une fracture de l'os qui tient la vertèbre sur la Ok. colonne vertébrale. Donc, c'est un syndrome que les perchistes ils connaissent très bien parce il y en a beaucoup qui l'ont. Et depuis ça, bah, du coup, je fais plus trop de perches, je touche plus de perches parce que c'est quelque chose d'hyper fragilisant, on va dire. Donc, mais sinon, j'aurais adoré, je pense, faire de la perche justement pour tout ce que je parlais, les temps d'envol, etc. Je me dis, Ouais. eux, ils vont à 5 mètres de haut, les femmes, et les gars, 6 mètres. Tu dois voler, quoi. Ça doit être incroyable. Ouais. Et j'allais te demander quel sport tu choisirais si tu pouvais plus faire d'athlé, que tu devais en faire un autre, mais du coup, c'est le volley. Ouais, c'est facile. C'est le volet. Tu parlais de Talence tout à l'heure, j'ai vu que tu as eu des petits soucis physiques à la fin de la saison. Surtout au coude. Depuis les championnats de France élite, j'avais eu un mauvais geste au javelot. Ça avait déclenché une petite tendinite au coude. Et bah, je l'avais traîné à Budapest et aussi du coup au Decastar. Mais là, du coup, j'ai eu un mois de repos, donc on va refaire des examens avec mon staff médical, mais ça devrait aller pour cette saison, quoi. Puis toute la renfo, etc., ça compensera aussi. Qu'est-ce que tu vas changer pour la saison 2024? C'est pas n'importe quelle année quand on est athlète Mmh. français. Pas grand-chose. Je compte pas changer mes repères ou quoi qu'est-ce. Je serai plus aidée, donc ça facilitera tous les aspects extérieurs de mon entraînement, je pense. Mais je continuerai à m'entraîner à Metz, sous la pluie, sur le stade, et ça me fait plaisir. Je partirai sans doute un peu plus en stage, mais toujours avec mon coach. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que ben, sans coach, on n'avance pas très loin, je pense. On a besoin d'un regard extérieur. J'irai sans doute voir les amis belges parce que la Belgique et le Luxembourg qui sont juste à côté de la Moselle et faire du transfrontalier, c'est super important de profiter des compétences des uns des autres. Mais sinon, dans mon entraînement en général, je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Je laisserai aucune miette de côté, je ferai tout à 200%, mais correctement. Ça me fait plaisir de t'entendre dire les amis belges. Moi, étant du Nord, c'est aussi c'est mes amis belges. Mais j'oublie que c'est les vôtres aussi, c'est pas que les nôtres. Vous êtes Et aussi oui, mes voisins. on partage. Ouais. Et en Belgique, en épreuve combinée, ils Ça s'y va, connaissent un quoi. petit peu. J'ai vu que pendant la saison en salle, t'allais pas faire de combiné. Non, en effet, ça a été un choix qu'on a fait avec mon entraîneur parce qu'il y a beaucoup de choses à ancrer justement au niveau des spécialités. Donc je vais profiter de tout ce moment hivernal pour justement pouvoir répéter sur des choses qui n'étaient pas assez ancrées l'année dernière pour pouvoir augmenter le potentiel de mon heptathlon cet été. Et t'as certaines disciplines en tête plus que d'autres. Toutes les disciplines techniques en général, hauteur, longueur, poids, javelot, c'est vraiment Javelot en salle, non, peut-être pas, mais il y a les lancers longs. Du coup, on pourra, je pourrais aller au lancer long. Surtout que maintenant, ils ont mis en France, le poids et le javelot, du coup, sont ensemble au lancer long. Ils font plus de poids en salle. Donc, je pourrais faire les deux sur le même week-end, en espérant être qualifiée au championnat de France là-dessus, en spécialité. d'accord. Et tu continues tes études de diététique. Pas cette année, du coup. J'ai Ok. demandé justement au rectorat de l'Alsace-Moselle de suspendre, de garder mes notes, mes acquis pour que je puisse reprendre en 2025. Parce que justement, c'était surtout des stages qui me manquaient. Et ben, je préfère me concentrer exclusivement sur des stages sportifs pour pouvoir atteindre l'objectif des Jeux Olympiques plutôt que de mettre de la charge mentale et organisationnelle sur mon BTS diététique. Ok. Donc en parlant des jeux, comment tu vis le fait qu'il n'y ait que 24 places à l'EPTA? C'est dur, mais en même temps, je sais pas trop. Moi, j'ai toujours à peu près vécu ça. Même quand je suis allée à Tallinn, c'était 24 aussi. Donc, pour moi, c'est devenu une norme. Après, je pense qu'on pourrait être plus. Vraiment, faire une soirée de plus à chaque fois, ce serait pas le bout du monde, quoi. Passer à 32, ce serait vraiment mieux parce que ça pourrait justement ouvrir le sas de l'atteinte au très très haut niveau. Et du coup, qu'il y ait plus de challengers, qu'il y ait plus d'aide, qu'il y ait plus de visibilité aussi, parce que plus on est nombreux à y être, plus ça se multiplie et plus ça peut donner envie, etc. Donc, Ouais. je pense que ce serait mieux qu'on soit plus.
parce qu'on travaille aussi dur que les autres et c'est pas normal on soit aussi restreint à pouvoir atteindre ce très haut niveau, alors que beaucoup en ont le potentiel. Oui, et puis il y a d'autres épreuves où ils sont beaucoup plus nombreux. Bien sûr, et pourtant tu te fais dégager en série et c'est comme ça. Hein. Oui. J'ai vu que tu faisais de la photo aussi. Oui, exclusivement de la photo de sport, quasiment. Ok. Parfois des portraits, etc. Pour les gens que j'aime, mais surtout la photo de sport parce que du coup j'ai commencé sur mon année blanche, l'année 2022. Je voulais vraiment continuer à avoir ce lien avec la piste et pouvoir continuer à voir mes coéquipiers du club et du groupe d'entraînement. Du coup, j'ai pris l'appareil photo et je me suis formée pour prendre des belles photos et justement chercher ce moment parfait où tu vois le geste technique bien abouti, la beauté du geste dans un instant précis. Et ma fibre artistique a directement adhéré au truc et j'en ai fait beaucoup à ce moment-là. Bon là, je regrette un peu avec la reprise des compétitions. C'est moi qui suis sur les photos du coup. Ouais. Je peux plus en faire autant qu'avant, mais quand j'ai un petit moment, je ressors l'appareil photo. Ouais. T'as d'autres talents cachés? Bah du coup, la vidéo, ça va avec. Tout ce qui est réel, petit montage de vidéos, etc. J'aime beaucoup faire ça. Et je fais de la musique, du piano et du violon. Et sinon, je dessine. Ah oui, donc vraiment artiste complète. Ouais, ouais. Dans la famille, on est très artistes. Ma sœur, qui a 3 ans moins que moi, a une licence en grande école d'art de Paris. Et ma mère et ma sœur étaient clarinettistes. Donc, on a tous Ok. été une assez grosse éveil musical depuis notre enfance. La journée idéale pour toi, c'est quoi? Petit déjeuner au Fox Café, le petit café d'en bas j'habite vraiment à 20 mètres. C'est un café de spécialité de Metz, donc j'y vais, je Ok. prends mon petit café de spécialité avec une petite brioche et des fruits, et c'est génial. Ensuite, le matin, athlée. Le midi, je reviens faire un petit plat à manger parce que j'aime beaucoup cuisiner aussi. Et ça, c'est plutôt pratique. Petite sieste, et ensuite, m'occuper de moi, soit par des loisirs, comme j'ai pu le dire, ou du coup, toute l'administratif qu'il faut faire, parce que. Dans ta journée idéale, tu mets des tâches Et administratives? il faut le faire aussi, hein, c'est comme ça. Je vais t'envoyer les miennes Non, si ça non, te c'est plaît. bon, non merci, c'est gentil. Les miennes me suffisent, mais ça occupe la journée. Quand tu fais rien toute la journée, forcément, bah, genre, c'est chiant. Donc, moi, j'aime bien être occupée, donc c'est des choses qui Ok. s'inscrivent dans ma journée. Ensuite, souvent, dans une journée, je vais me balader, juste marcher, ça me vide la tête et c'est le moment où j'écoute tes podcasts, du coup. Très bien. Pour finir avec l'entraînement de l'après-midi, avec la team où vraiment on rigole toujours bien. Et rentrer, manger, un petit film, Netflix, pourquoi pas, et dodo. Très bien. Ton rêve le plus fou? Ah, une médaille aux Jeux Olympiques. Très bien. Et c'est fou, c'est vraiment quelque chose de fou. Oui, mais il faut ça. Ouais, Si ça te fait ni chaud ni froid, t'as peu de chances d'y c'est arriver. clair. Donc, si t'écoutes le podcast, tu sais qu'il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlé? Moi, ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est le partage et la rencontre avec des personnalités différentes. Vraiment, l'athlé, c'est, comme tu dis, universel. Donc, tout le monde peut le pratiquer et c'est la rencontre et le point commun de beaucoup, beaucoup de monde. La plupart du temps, je voyage en blablacar et une fois sur deux, quasiment, il y a quelqu'un avec qui je voyage qui a fait de l'athlé et ça nous fait un point commun, une discussion, des souvenirs. Et ce côté-là, ce côté de partage et de rencontre, c'est ce que je préfère. Ça me rappelle une anecdote. J'étais dans un taxi à Cuba. Je retournais vers l'aéroport et puis bon, je discute avec le chauffeur et puis je sais plus pourquoi. J'en arrive à dire que je bosse dans le milieu de l'athlé et on parle d'Ivan Pedroso. Mais c'était un chauffeur de taxi à Cuba, tu vois. C'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'athlé. Et il commence à me dire, oh, ça me donne des frissons juste de penser à quand il sautait, comment c'était impressionnant, tout ça. Et donc ce chauffeur de taxi à Cuba, je ne le reverrai jamais de ma vie. Ben, rien que d'en parler, il avait des émotions, tu vois. Et l'athlé, vraiment, je trouve que pour transmettre les émotions, c'est vraiment le sport idéal. Il y a tellement de diversité, justement, que ce partage, ça se fait Ouais. de 1000 façons différentes, avec 1000 personnes différentes, et c'est ça qui est beau, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je trouve que c'est déjà très bien, et je te souhaite bon courage pour tous les autres podcasts, et de continuer à faire ça, parce que c'est un beau temps d'échange, de donner la parole à tous les athlètes, comme tu le fais. Bah merci. Je suppose que maintenant tu écouteras un peu différemment, maintenant que Que j'y suis tu as passée, été invité, que tu connais les coulisses. c'est possible.
Merci à toi, on te souhaite le meilleur pour 2024. Merci. Et pour la suite, ça fait que commencer pour toi, j'en suis sûre. J'espère aussi. On croise les doigts. Salut. Au revoir. Merci Oriana d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, s'il vous plaît, laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est important le commentaire, sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez également me proposer des invités et soutenir le podcast via les liens disponibles dans les notes de l'épisode. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents dans le feed du podcast et sur athlètemondiaux.com. À la semaine prochaine.